Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. On va parler du maire et de ses pouvoirs de police en matière de circulation sur les chemins ruraux, qui est un domaine qui est assez délicat et qui est au carrefour de deux problématiques juridiques et qui soulève plein de problèmes. Au carrefour de deux problématiques juridiques, dites-vous ? Oui, tout à fait. D'une part, l'usage des pouvoirs de police avec quelques règles spécifiques sur ce point. Et puis évidemment, faut-il savoir de quoi nous parlons, car les chemins ruraux ont un régime qui a ses particularités. Fort bien. Commençons par les pouvoirs de police. Les pouvoirs de police, vous le savez, il s'agit pour certaines autorités, le maire, d'autres élus municipaux par délégation, le préfet, en certains cas des membres du gouvernement, de prendre des mesures essentiellement préventives, d'accord, pour éviter un risque, un trouble à l'ordre public, tranquillité, salubrité, ordre public, qui vont devoir être, pour être légales, d'accord, toujours calibrés en matière de durée, d'amplitude géographique et de portée même de la mesure, avec quelques simplifications permises dans certains cas pour des raisons d'intelligibilité. Allez, tout ceci, je vous le mets en très résumé à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause. Sauf qu'il faut appliquer ce régime dans un cadre particulier, qui est celui des chemins ruraux. Eh oui. Et alors là, un chemin rural, c'est une voirie qui relève du domaine privé de la commune, mais dont le régime est marqué par des vrais éléments de droit public. C'est un peu le Canada Dry de la voie communale. C'est-à-dire qu'on a des obligations d'entretien, mais avec certaines limites. Il y a une possibilité de prescription trentenaire, mais il n'y a pas d'aliénation sans désaffectation préalable. Il y a des règles particulières en matière de largeur de voirie et de hauteur sous ouvrage d'art, des règles particulières d'entretien. C'est assez original et je vous ai mis d'ailleurs tout ceci dans un petit tableau très simple qui synthétise des choses que je passe parfois une journée voire deux à aborder en formation. N'hésitez pas à mettre sur pause. J'ai fait d'ailleurs quelques vidéos sur ce point. Là, il y en a deux qui s'affichent à l'écran. Une sur le recensement des chemins ruraux, un régime qui a été inventé par la loi 3DS de 2022. Et l'autre vidéo des chemins ruraux qui n'est pas à jour de la loi 3DS, mais j'évoquais déjà les futures réformes de la 3DS dedans. Mais ce sont des détails. L'essentiel de cette grande vidéo sur les chemins ruraux, grande parce qu'elle est assez longue, disent l'essentiel. Au carrefour de ces deux problématiques, le maire, voire parfois le préfet, ou par délégation un adjoint au maire ou un conseiller délégué, pourra prendre des arrêtés réglementant la circulation des véhicules sur le chemin ruraux. Oui, c'est exactement ça. Avec d'ailleurs des règles particulières dans le Code rural et de la pêche maritime d'une part, et dans le CGCT d'autre part. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et donc le juge qui a eu à se prononcer sur cette réglementation faite par arrêtés municipaux de la circulation sur ces chemins ? Oh oui, là encore, et puis alors il y a beaucoup de décisions, beaucoup de litiges, beaucoup de difficultés qui naissent de tout ceci, notamment quand il s'agit de rétablir la circulation sur des chemins qui ont été petit à petit fermés à l'usage du public, ce qui n'est pas l'objet de la présente vidéo. Moi, je ne suis pas dans cette hypothèse-là bien particulière. Mais retenons 3 conseils de base sur ce point. 1. Il faut bien en prendre en compte les usages agricoles, les droits d'accès des gens à leurs biens, à leur domicile, l'avant-dernier alinéa de l'article 22.21.3-4 du CGCT, qui a été précité. Et puis, il faut, comme toujours en matière de pouvoir de police, être limité dans la durée, l'étendue géographique et la mesure elle-même. Et puis, il faut s'adapter le plus possible au terrain. Le Code rural nous dit bien que, par exemple, il faut s'adapter au type d'usage agricole de la commune. Et puis par ailleurs, évidemment, il faut s'adapter, on n'aura pas les mêmes usages, et peut-être donc pas les mêmes réglementations sur un chemin de randonnée et sur le reste. Souvent, on va découper en fonction des périodes de vacances, selon la largeur des chemins, leur visibilité, limiter l'usage des motos vertes à certaines zones qui ne sont pas évidemment les zones de randonnée pédestre, et peut-être l'interdire pour les jours où il y a des randonnées ou autres usages de ce type-là, ou alors le limiter seulement pour usage agricole et à des vitesses très lentes ces jours-là sur ces chemins-là, évidemment. Que préconisez-vous ? Souvent on préconise des adaptations de ce type. Interdiction, sauf véhicules de service ou accès aux usages professionnels et au domicile, avec limite de vitesse dans ces 3 cas, sur les chemins de randonnée ou de VTT. Essayez d'ailleurs de séparer dans certains cas les chemins équestres et à usage de vélo des chemins où il peut y avoir notamment des enfants qui marchent.
Réglementation aussi avec des périodes d'interdiction sous les mêmes réserves que précédemment pendant les vacances scolaires, les dimanches, etc. Mais avec des dérogations aussi pour la chasse, les PMR, mais avec des vitesses, dans ce cas-là, de limites de vitesse très très basses. Et penser à réglementer à part les motos et autres quads en réservant bien les usages agricoles ou de sécurité, mais avec des vitesses qui peuvent être dans ce cas-là très lentes. Donc un mode d'emploi prudent. Oui, tout à fait. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai quelques jurisprudences à vous donner, dont certaines invitent à la prudence, mais d'autres peuvent être brandies comme permettant des mesures un peu plus dures. Par exemple, cette décision de la CA de Versailles qui s'affiche à l'écran et qui permet un mode d'emploi, qui a permis en l'espèce un mode d'emploi un peu plus musclé que ce que je viens de vous dire. Enfin, faut pas aller trop loin non plus, ça reste un mode d'emploi où il y a des éléments de nuance. Évidemment, la nuance, en revanche, elle s'oublie s'il y a des questions d'urgence et de danger immédiat. Voir par exemple cette décision de 72, qu'elle mettrait talon là-dedans, mais à ce propos, mais il y en a d'autres. Et puis évidemment, il y a un mode d'emploi assez délicat en matière d'obstacles. Là, voici que s'affichent quelques éléments. Des maires qui étaient agacés, par exemple, parce qu'il y avait des barbelés qui bloquaient un chemin rural, allaient avec leurs pinces et paf, ils coupaient les trucs, et ils se retrouvaient condamnés pour bruit de clôture. Non, le mode d'emploi consiste à mettre un petit panneau en disant attention, il y a une clôture dangereuse si quelqu'un vient, je sais pas moi, à cheval, à vélo, ça peut être dangereux. On écrit à la personne avec un petit peu de contradictoire pour lui dire mais enlevez ça tout de suite, malheureux, vous êtes sur un chemin rural. Et puis, faute que ceci ait abouti, au bout de quelques temps, on peut ça peut être assez bref, on va pouvoir intervenir, mais en vertu d'un arrêté de police pour enlever ceci. Et là, on n'est plus sur un bruit de clôture. Attention, à apprécier au cas par cas, Et puis, parfois, il faut éviter aussi que les bêtes d'un éleveur s'en aillent. Donc, il y a quelques solutions à trouver au cas par cas. Attention, il faut également, je l'ai dit tout à l'heure, penser à respecter aussi les règles du Code rural et de la pêche maritime qui nous disent qu'il faut que ce soit adapté au type d'agriculture qui est dans le territoire, à quelques détails près. Voici un texte qui s'affiche à l'écran, il y en a quelques autres à combiner avec ceci. Ce qui est très bien, sauf qu'un tracteur d'il y a 40 ou 50 ans passait sur un petit chemin rural sans problème. Aujourd'hui, une moissonneuse-batteuse d'une telle largeur que ça marche pas. Attention, il y a une bonne nouvelle parce qu'il y a des règles très précises également sur la largeur maximale, sauf cas particulier, des chemins ruraux. Donc, mais avoir ça à l'esprit aussi. Parfois d'ailleurs, le juge va imposer de remettre à la circulation des chemins ruraux et les rétablir dans leur assiette d'origine quand on allait un petit peu trop loin, mais pas forcément pour tous les véhicules, par tous les véhicules à moteur, avec une appréciation au cas par cas. Donc, un mode d'emploi qui est toujours, comme on dit, casuistique, c'est-à-dire vraiment à apprécier à chaque fois en l'espèce et à calibrer au trébuchet dans chaque dossier. Et il faut penser aux riverains. Ah bah oui, le Conseil d'État, par exemple, le 10 mai 2024, a rendu une intéressante décision qui rappelle qu'il faut penser à ménager, si ce n'est pas dangereux, un accès aux riverains, qui peuvent y avoir un droit à cet effet, mais en respectant bien la différence de situation. J'ai des usages agricoles, forestières, je peux avoir différentes personnes visées par l'article qu'on a cité tout à l'heure, 22.13.4 du CGCT, donc essentiellement sur des véhicules de services publics, recherche, exploitation, entretien des espèces naturelles, donc ça peut être aussi bien l'ONF que les pompiers, qui ont une mission de service public. Mais on peut prévoir dans la réglementation des limites en matière de taille, tonnage, vitesse, bien évidemment. Dans cette décision d'ailleurs du Conseil d'État du 10 mai 2024, une intéressante distinction était faite. Il y avait d'une part une société qui était un peu gonflée et dont les prétentions sont rabattues par le Conseil d'État, n'hésitez pas à mettre sur pause, alors que pour les particuliers riverains, en revanche, le juge se fait le sévère défenseur du droit de ces riverains à accéder à leur domicile au détriment des souhaits de la commune. Là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et y a-t-il beaucoup de litiges de ce genre ? Ah oui, il y en a quand même pas mal. C'est assez étonnant quand je me retrouve à faire des formations sur ces sujets-là dans le monde rural, ou tout simplement, je suis dans le monde rural pour un dossier de, je sais pas moi, de marché public ou d'intercommunalité. Il suffit que j'aborde la question des chemins ruraux, il y a toujours 2-3 élus passionnés qui vont se lancer là-dessus avec passion et souvent un assez haut niveau de compétence. Donc c'est des sujets d'ailleurs assez rigolos, assez passionnants, c'est assez marrant. Mais assez compliqué quand même.
Alors, je sais pas moi, si vous voulez une décision récente, on peut citer par exemple le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté un déféré suspension préfectoral. Donc, dans ce domaine, voici ce qui est à l'écran. N'hésitez pas à mettre sur pause, avec une appréciation assez subtile de l'accès. Finalement, il y avait d'autres solutions d'accès pour les parkings. Le maire lui-même avait ajusté son arrêté. Il y avait peut-être un problème pour accéder à une maison. Oui, mais finalement, là aussi, on pouvait y accéder autrement, et le maire lui-même avait ajusté son arrêté. Ça nécessite un examen subtil, très précis, et en général, ne faites jamais d'ailleurs un dossier contentieux là-dessus sans beaucoup de cartes d'explication, de photos, au besoin d'attestation. Voilà, bon courage pour la mise en œuvre pratique de tout ceci, parce que ça aboutit bien souvent à des litiges très tendus dans les communes. À bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.